Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois Jérémy. On va parler ensemble de l'application pratique du testing, que ce soit le lactate, la VO2, l'aérodynamisme. On parle aussi du deuxième seuil, comment améliorer ce facteur de performance, que ce soit en cyclisme ou en triathlon. On explique donc tout ça dans le podcast. Aussi, peut-être que vous cherchez un entraîneur, et ça tombe bien parce que Cyclisme Performance a sélectionné 3 coachs pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous êtes intéressé, tout est expliqué de notre site web www.cyclisme-performance.com, page coaching. Vous pourrez nous contacter donc à partir de cette page et voir exactement en quoi consiste notre suivi coaching. Sur ce, je vous laisse avec le podcast avec Jérémy. Bonne écoute. Salut Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour commencer le podcast s'il te plaît ? Oui, alors Stephen Jérémy, entraîneur de triathlon pour Tri 360. J'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants. Et voilà en gros ce que je peux dire de moi. Coach du coup, plutôt spécialisé dans le triathlon, qu'est-ce que tu fais exactement Oui, on va dire que mon dada c'est le triathlon. Après, je suis aussi capable d'entraîner, que ce soit sur du cyclisme ou de la course à pied, en dehors du trail, parce que c'est encore plus spécifique, mais on va dire que le triathlon, ça reste ma spécialité, et notamment à l'heure actuelle, plutôt sur le triathlon longue distance. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour arriver là ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors, pour ce qui est de mes études, j'ai commencé par STAPS, je pense comme la grande majorité des coachs. Mais j'ai vite compris que les bancs de l'école, c'était pas trop fait pour moi, enfin notamment les bancs de la fac. Et que j'arrivais à apprendre par moi-même un peu plus vite, on va dire, en lisant ce que je trouvais à côté, à droite à gauche, un peu comme toi tu peux faire. Je suis ensuite parti soif d'aventure au sein des armées. Donc j'ai fait une petite carrière dans l'opérationnel, dans le militaire, où j'ai pas mal bougé, pas mal voyagé, et suite à ça, j'ai voulu un peu de stabilité. Et au sein de cette armée, j'ai passé le concours pour être moniteur de sport. Donc au sein de l'armée de terre plus particulièrement. Et voilà, j'ai continué après à côté le cursus fédéral, on va dire, sur le triathlon. Donc, voilà. T'avais STAPS, t'avais fini ta licence ou t'avais arrêté avant ? Non, j'ai arrêté avant. J'ai arrêté juste avant. Ouais, ok. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là aussi. Moi, pour passer ma licence en ce moment même en L3, c'est vrai que c'est un peu long parfois, et on se rend compte qu'on va bien plus vite de notre côté. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte, et même des fois qu'on a finalement des meilleures connaissances plus à jour, qui nous serviront bien plus finalement que ce qu'on apprend en cours. Alors, il y a des très bons cours, mais ouais, des fois quand même, c'est un petit peu embêtant. Donc non, mais c'est intéressant comme parcours, et de voir que au final, même si tu vas pas au bout de ta licence, tu peux très bien te retrouver plus tard à encore travailler dans le sport, et puis au final, avec les apprentissages que tu as fait de ton côté, je pense que tu as des connaissances qui sont quand même très bonnes et qui te permettent de coacher aujourd'hui sur le terrain, quoi. Oui, notamment, il y a tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut apprendre par soi-même, et aussi, on va dire, le bagage personnel, l'expérience dans le triathlon. Voilà, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je pratique ce sport, et les expériences que j'ai pu vivre en tant qu'athlète me servent aussi aujourd'hui dans le suivi de mes athlètes. Ouais, c'est clair. On va commencer par parler un peu testing, parce qu'on a toujours pas mal échangé là-dessus depuis presque un an maintenant, discuter lactate, VO2, etc. Oui. Donc toi, globalement, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais comme test, que ce soit physio ou juste des tests de performance, peut-être en course à pied ou en cyclisme avec la puissance. Voilà, est-ce que tu peux détailler un petit peu tout ce que tu peux proposer ? Alors, à l'heure actuelle, si je n'utilise pas le testing, on va dire que ce soit
sur la lactatémie ou sur le VO2 Master par exemple. Je travaille beaucoup avec la puissance critique et la vitesse critique. Donc avec des tests tout simplement d'intensité critique. Moi j'utilise plutôt le CP5 et le CP20 et j'en déduis tout simplement la vitesse critique ou la puissance critique de l'athlète. Voilà, c'est on va dire le modèle le plus simple. J'utilise donc 2 points d'ancrage au minimum pour pouvoir cibler au mieux mes intensités. Je travaille essentiellement avec un modèle à 3 zones. Donc voilà, tout ce qui se passe au-dessus du seuil 1 se retrouvera sur de la Z1, donc intensité qu'on pourra qualifier de facile. La Z2 qui se situera entre du coup les 2 seuils, intensité plutôt modérée. Et après tout ce qui sera la Z3 au-dessus du second seuil qui sera l'intensité sévère. Après, pour ce qui est du testing, j'ai un peu laissé de côté le VO2 Master parce que tout simplement à l'heure actuelle la version proposée est pas spécialement, on va dire, je veux pas dire qu'elle est pas fiable, mais j'ai pas mal de problèmes avec. Enfin, en tout cas, moi, sur celui que j'ai pas mal de problèmes avec. Donc, je l'ai un peu laissé de côté et j'utilise du coup énormément à la place la lactatémie, qui pour moi est plutôt simple à utiliser et avec laquelle on fait pas mal de bonnes choses et beaucoup plus facile à retranscrire sur le terrain pour l'athlète, on va dire. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ça reste plutôt accessible pour un athlète de s'acheter un boîtier et de pouvoir contrôler ses intensités dans l'année grâce à ça. Ouais, non, c'est clair, je te rejoins pas mal là-dessus. Moi aussi, c'est ce que je me rends compte maintenant. J'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup d'outils pour le testing physio et au final, je me rends compte maintenant que le lactate, si je devais au final faire du testing, c'est le seul outil que j'ai envie de garder parce que c'est relativement simple. On peut en faire fréquemment. C'est relativement accessible. Alors c'est un certain investissement, mais comparé à d'autres outils, ça reste encore raisonnable et je trouve qu'en tout cas ça les vaut. Et puis ouais, vraiment ça nous donne des données qu'on peut utiliser concrètement sur le terrain. C'est simple à comprendre, simple à analyser. Enfin simple. Voilà, faut quand même savoir un petit peu avoir une bonne base de connaissances. Mais c'est vrai que voilà, VO2 et au final même tout ce qui est toutes les mesures que j'ai pu faire moi avec les outils comme les cartes métaboliques qui nous permettent d'avoir tout ce qui est échange gazeux. Au final, ouais, je l'utilise plus maintenant et ça me manque pas tellement et je sais pas si je l'utiliserai après plus tard. Voilà, le VO2 Master, c'est intéressant d'avoir ton avis. J'avais remarqué justement sur Instagram que je le voyais pas souvent. Ouais. Donc ouais, je m'en suis douté. Est-ce que si tu as fait des tests VO2 max avec, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Ouais, beaucoup de ramp tests, tout simplement pour trouver VO2 max et après derrière déduire que ce soit SV1, SV2. On fait à peu près la même chose que la lactatémie et c'est d'ailleurs pour ça que je le délaisse un petit peu parce que on trouve souvent des données qui sont relativement corrélées à ce qu'on peut trouver avec le VO2 Master. Donc oui, je l'ai un peu délaissé. Et tout simplement aussi parce que c'est beaucoup plus contraignant à mettre en place sur le terrain notamment. Pour moi il est beaucoup plus simple de me déplacer avec mon boîtier de lactatémie, mes quelques languettes et de quoi faire mes prises plutôt que de me déplacer avec un VO2 Master qui est plutôt limité dans la connexion et pour au final trouver la même chose quoi. Ouais, peut-être la VO2 max en plus, mais au final qu'est-ce que toi ça va t'apporter? Pas grand chose.
Non, et puis il manque, à mon sens, quelque chose de très important sur le VO2 Master à l'heure actuelle, c'est l'analyse du CO2, qui n'est pas présente dans la version actuelle, qui devrait normalement arriver d'ici peu si on en croit ce que peut nous dire VO2 Master. Une fois que cette donnée sera disponible chez eux, on pourra peut-être l'utiliser de façon, on va dire, plus optimale que la lactatémie à l'heure actuelle. Ouais, tu vois, et encore, moi, je suis même pas sûr. Ouais, le CO2, je trouve que déjà, c'est quand même compliqué. S'ils mettent autant de temps à le sortir, c'est que c'est quand même quelque chose qui est pas simple à mesurer. Et de ce que j'ai entendu, ils se rendent compte que c'est vraiment compliqué et d'avoir une mesure fiable. C'est difficile et qu'ils n'ont pas envie de sortir quelque chose qui est pas cohérent. Et voilà, donc déjà il y a ça. Et en plus, je pense que dans l'utilisation, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Ça va être finalement l'oxydation des substrats, Oui. l'oxydation des graisses. Et on se rend compte, toi, j'ai eu des cours de physio cette année, des cours assez intéressants. On voit surtout ce qui régule le CO2 dans le corps humain. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, et de définir l'oxydation des substrats uniquement basé là-dessus, je trouve que c'est un petit peu risqué, quoi, entre guillemets. Voilà, je pense qu'on n'est pas si certain des choses qu'on mesure. Donc au final, moi j'ai même plus tellement envie d'utiliser ça, et je me rends compte qu'avec le lactate, déjà on sait que quand la lactatémie est assez stable, proche du niveau de base, on est sur quand même l'oxydation des graisses en principal, et finalement ça nous suffit, quoi. Si on veut travailler l'endurance, si on veut travailler l'oxydation des graisses, on a déjà un petit peu notre idée, et que avoir un fat max plus précis par exemple, ou d'autres choses, moi de toute façon je suis pas sûr que ça change grand chose, parce que s'entraîner au fat max, même en soi, je suis même pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire si on veut développer l'oxydation des graisses. Donc, ouais, ça rapporte de la complexité en plus, et je suis pas certain que ça soit très utile, quoi. Non, mais clairement, après, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, et pour les personnes que j'ai fait passer en testing, à l'heure actuelle, les plus grosses progressions que j'ai, c'est les gens que j'ai fait passer en lactatémie, et à partir de cette lactatémie, définir Z1, Z2, Z3, et ça suffit largement pour cibler le travail. Ouais, t'as des athlètes du coup qui ont investi eux dans leur propre appareil? Oui. On le voit de plus en plus d'ailleurs. Comme on disait, ça reste un outil, en tout cas pour quelqu'un qui veut optimiser son entraînement et contrôler ses intensités dans l'année, voire même observer les progressions. Ça reste un outil relativement accessible, et beaucoup d'athlètes sont prêts à faire le sacrifice financier, on va dire, d'investir dans ce genre d'outils. Sacrifier un peu de sang, un petit peu de bout de doigt, mais... Exactement, un peu de sueur aussi. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Moi aussi, j'ai quelques athlètes qui s'y sont mis là, qui ont investi, et c'est vrai que c'est super intéressant, et ça permet quand même d'aller plus loin que la puissance critique, alors que c'est déjà une bonne base, hein, pour commencer. Je pense que c'est bien, et pour certains, il y a peut-être pas forcément l'intérêt d'aller plus loin, quoique au final, je me rends compte aussi avec ceux qui font les tests de lactate, et même s'ils ont on va dire une grosse marge de progression, qui sont pas au top niveau, et qui sont encore relativement débutants dans le cyclisme, que faire les tests de lactate, définir des vraies zones d'endurance par exemple, rien que ça, en fait c'est super important, parce qu'avec la puissance critique on l'a pas forcément, et eux ils ont du mal à se rendre compte à quelle intensité ils doivent vraiment rouler en zone 2. Donc au final je pense que c'est carrément utile pour tout le monde, peu importe le niveau. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour utiliser de lactate, quoi. Peut-être même au contraire, c'est peut-être même plus important pour ceux qui débutent, quoi, qui ont peut-être plus de mal à cibler la bonne intensité, hein. Oui, exactement. Déjà, ça permet de définir déjà ton premier seuil, et quand on sait que 70 à 80% de l'entraînement doit se passer sous ce premier seuil-là, si déjà tu arrives à réaliser 70 à 80% de ton entraînement sur l'intensité correcte, tu as déjà réalisé une bonne part du travail. Ouais. Et la lactatémie, du coup, tu utilises ces mesures-là sur les 3 sports, course à pied, cyclisme et natation? Oui.
Alors natation très peu. Je l'utilise actuellement qu'avec une seule personne qui est Franck Guillon que j'ai en suivi et qui est professionnel dans le triathlon. Donc c'est actuellement le seul avec qui j'utilise la lactatémie en natation. Mais sinon je l'utilise dans les deux autres disciplines avec les athlètes qui sont passés en testing. Ouais. Et est-ce que t'as utilisé aussi je me souviens qu'au début on va attendre 2 minutes que le café soit coulé. Ouais, c'est bon. Il a terminé. C'est bon. Est-ce que tu utilises aussi les mesures du VLA max ou puissance glycolytique? Je sais que tu l'avais fait un petit peu au début. Est-ce que tu as continué à le faire? Je l'utilise très peu. Pour être sincère, je l'utilise 1 à 2 fois dans l'année. Bon, une fois pour avoir ma valeur de base. Et après, je reteste 1 fois dans l'année, voir l'évolution tout simplement du VLA max. Voir s'il est à la hausse ou à la baisse. Ouais, je pense que c'est bien. Je l'utilise pas beaucoup plus non plus. C'est intéressant, mais oui, après c'est très simple à mettre en place et très rapide. Bon, ça permet de contrôler son évolution, mais après, il a pas, enfin à mon sens, il a pas de vraie valeur dans l'entraînement, quoi. Ouais, c'est difficile de prendre une décision à partir de ça, mais pour suivre les progrès, ouais, c'est clair, je trouve que c'est carrément bien. Que ce soit le côté production du lactate, mais aussi clairance. Je sais pas si tu faisais les mesures après le test, du coup, un petit peu pour voir la récupération. Ouais, ça c'est bien. Et est-ce que tu as creusé aussi, moi je vois en triathlon, c'est super important la partie cyclisme au niveau de l'aéro aussi. Est-ce que tu t'es intéressé au testing aéro? Alors de très loin et beaucoup plus cette année puisque on va faire quelques tests, notamment avec Franck sur son nouveau vélo de la marque Coup Cycle, qui visiblement offre des gains aéro assez importants, et on va aller tester ça aux Pays-Bas en direct, que ce soit sur route ou sur piste. Donc notamment avec, il me semble, je sais plus si c'est Aeroscale ou Body Rocket, mais on pourra collecter les données en direct de l'aéro. Ok, bon, petite préférence pour Aeroscale, j'espère que c'est eux, j'en ai pas entendu parler. Je peux pas te dire. mais oui, non, Aeroscale, moi je connais bien, et moi je trouve ça super intéressant ce qu'ils font, même si je comprends pas tout, mais clairement sur l'aéro, enfin c'est fou quoi, les gains de performance, c'est vraiment fou, c'est délirant, même que ce soit sur le contre-la-montre ou sur une course en ligne. Presque c'est encore pire sur une course en ligne de 180 km. Si on pense jamais à l'aéro, c'est foutu quoi. Enfin c'est dommage, en tout cas c'est des gains de performance qui sont perdus. Et ouais, en triathlon, je le vois de plus en plus. Clairement, le travail aéro sur la route, on le voit pas trop encore, mais je pense que ça va arriver fort. Là en triathlon, oui, clairement on va dire c'est la course au gain aéro, même mineur. On commence à voir des choses, que ce soit l'apparition des manchons aéro, même des choses sur les vélos qui sont plutôt atypiques, on va dire. Mais visiblement, les chronos augmentent partout, donc même si très certainement les athlètes sont meilleurs, mais il y a très certainement une grande part du matériel. Ah oui, tu as dû le remarquer cette année avec la position. J'ai vu que tu avais un petit peu travaillé la position, le vélo, tout ça. Je pense que ça fait une grosse différence. Moi, clairement, pour mon compte personnel, je l'ai clairement vu, de travailler sur ma position et sur quelques petites choses matérielles sur le vélo. Ça fait une grande différence. De toute façon, à l'heure actuelle en triathlon, que ce soit sur du triathlon professionnel ou pour ma part en groupe d'âge, quelqu'un qui n'a pas travaillé là-dessus et qui a des critères de performance à aller chercher, on va parler du slot par exemple sur Label Ironman. Pour un groupe d'âge, je pense qu'à l'heure actuelle, tu as plus de 90% des gens
qui sont en vélo de chrono et qui ont fait un travail d'aéro sur leur vélo. Ah oui, non, mais c'est obligé. Et non, clairement, il y a vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est le futur parce que c'est déjà quand même bien présent, mais clairement, en tout cas, le côté testing aéro, je pense qu'il y a plein de choses à faire parce que c'est vachement individuel aussi. Donc, j'essaierai d'en reparler. Moi, j'ai pas mal discuté notamment avec Manuel d'Aeroscale et c'est vraiment super intéressant, quoi. Surtout quand on voit les gains qu'on peut faire. Vraiment, ça vaut le coup de s'y intéresser et je pense que ouais, ça a de l'avenir en tout cas le côté testing parce que c'est comme pour la physiologie, quoi. Ce qu'on mesure pas, on peut pas l'améliorer, donc c'est important d'avoir quelques data et ouais, important. Niveau data aussi, moi je sais que tu avais fait un petit peu de mesure de variabilité de la fréquence cardiaque. Oui. Est-ce que tu as continué avec je sais que tu avais investi aussi dans Whoop. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait de ce côté-là? Alors moi je l'utilisais dans un premier temps HRV for Training, qui est une application payante tout simplement via mon iPhone, qui était très simple à mettre en place puisque c'est une mesure qui se fait avec la caméra de du téléphone et ça prend 1 minute tous les matins. Donc ça demande un peu de rigueur et de discipline, mais on a des valeurs relativement fiables. Et puis là je suis passé sur Whoop. J'ai sensiblement les mêmes valeurs. Maintenant, ce qui est intéressant sur Whoop, c'est que la mesure elle se fait tout au long de la journée. Elle se fait en continu. Elle prend aussi en compte toutes les activités qu'on peut faire dans la journée, que ce soit les siestes, que ce soit les entraînements tout simplement. Et très sincèrement, dans le suivi, pour ma part, à l'heure actuelle, ça a été plutôt bénéfique, le Whoop. Beaucoup peuvent considérer ça comme un gadget. Alors oui, c'est cher, mais j'ai trouvé des options intéressantes dedans qui sont pas spécialement disponibles sur HRV for Training par exemple. Ouais, moi j'ai parlé de Whoop directement, mais on n'a pas dit qu'est-ce que c'était exactement. Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Je sais pas, je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Donc Whoop, c'est un bracelet tout simplement de suivi qui permet de suivre au quotidien, que ce soit le sommeil, que ce soit le HRV, que ce soit il y a tout un panel de choses qui permet d'avoir un suivi de la forme, tout simplement. Ok. Et donc pour l'instant, tu t'en penses plutôt du bien. Ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ça m'a apporté une certaine discipline dans mon quotidien, notamment dans mes heures de coucher, dans mes heures de sommeil. J'ai trouvé que la mesure du sommeil aussi était beaucoup plus fiable que peut l'être Garmin par exemple avec la montre. Ça m'a apporté tout simplement le suivi du quotidien. Ça veut dire que je peux aussi guider mon entraînement en fonction de ça. Comme j'arrive à lui faire confiance, il y a des jours où par exemple le HRV est pas bon et je vais peut-être repousser ma séance d'intensité qui était prévue pour plutôt faire une séance facile et revenir sur mon intensité un peu plus tard dans la semaine quand les indicateurs seront meilleurs. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que tu avais mesuré aussi en comparaison avec HRV for Training un petit peu, voir ce que ça donnait? Oui, quand j'ai débuté avec Whoop, j'ai continué à garder HRV for Training, tout simplement pour comparer les données. Et lorsque j'ai vu que les mesures étaient relativement similaires, moi j'ai peu à peu délaissé HRV for Training pour laisser place à Whoop. Maintenant, il y a encore un petit bémol à toutes ces applications, c'est que peu se retrouvent en suivi sur nos applications de suivi de coach, quoi.
moi personnellement j'utilise Nolio, et ni HRV for Training et ni Whoop retombent dans Nolio. Ce qui pourrait largement faciliter le suivi des athlètes. Ouais, c'est clair. Moi, j'utilise HRV for Training et j'envoie les données sur intervals.icu pour mes coachings et pour moi. Et c'est vrai que c'est intéressant de mettre les deux en parallèle. Et c'est finalement, moi, je trouve l'analyse la plus intéressante où on peut vraiment voir les tendances sur le long terme. Oui. Finalement, moi, l'analyse au jour le jour, je l'utilise assez peu, mais sur le long terme, clairement, c'est là que ça doit être intéressant, quoi. Après, l'avantage de Whoop, par exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, je sais qu'il retombe dans Training Peaks, pour ceux qui utilisent Training Peaks. Et néanmoins, nous, en tant que coach, directement via l'application Whoop, on peut créer une communauté avec ces athlètes qui possèdent Whoop et tout simplement lire les datas comme si c'était les nôtres, quoi. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, moi j'ai un groupe d'athlètes qui utilisent Whoop. J'ai créé un groupe via l'application, directement via l'application, et je sais comment ils dorment, je connais leur HRV chaque matin, je peux faire un réel suivi via Whoop avec mes athlètes. Ok, c'est un service payant en plus ou c'est déjà inclus dans l'application? Non, c'est directement dans l'application. On crée un club et puis on va chercher le nom de l'athlète, on l'invite à rejoindre le club et tout simplement toutes les données retombent sur ce club. De l'entraînement de l'impact de l'entraînement jusqu'au HRV, jusqu'aux heures de sommeil, jusqu'à la qualité du sommeil. Donc j'ai tout en direct. Ouais, ça c'est intéressant. Clairement, je pense que ça aide forcément quand même sur la prise de décision. Je sais pas si toi ça a changé pas mal de choses, mais je pense que oui, c'est clairement. Quand t'as des feedbacks que t'aurais pas forcément en discutant avec l'athlète ou même parce que tu discutes pas avec les athlètes tous les matins, quoi. Oui, clairement, ça permet de détecter ça peut permettre de détecter des états de fatigue. Ouais, non, mais moi je le vois de plus en plus, clairement. Whoop, peut-être parce que j'y fais attention, mais j'ai l'impression de le voir quand même au bras de pas mal d'athlètes, que ce soit des athlètes pro ou amateurs. Ouais, je trouve qu'on le voit beaucoup. Peut-être parce qu'on les voit moins aussi, c'est les Bagura aussi. Je sais que c'était un petit peu les concurrents Whoop et Oura. J'ai l'impression de moins voir Oura, mais c'est un petit peu plus discret étant donné que c'est une bague. Ouais. Je sais pas si t'avais comparé un peu les deux avant de faire ton choix ou t'étais décidé direct à prendre Whoop. Alors moi je me suis décidé à prendre Whoop un peu par hasard. Tout simplement parce que on a commencé à le mettre en place dans le suivi avec une fois de plus avec Franck Guyon et que du coup dans le suivi j'ai trouvé la chose plutôt intéressante et je m'y suis intéressé de plus près et comme je suis comme toi curieux j'aime bien me faire ma propre idée par moi-même, j'ai tout simplement décidé de l'essayer pour moi. Et finalement convaincu par la chose, commencer à le conseiller aux athlètes que j'ai en suivi, tout simplement. Ouais, c'est clair, c'est pas mal mon approche aussi de tester. J'aime bien me faire mon propre avis, que ce soit avec le lactate ou avec pas mal d'autres outils, essayer. Et ouais, j'ai pas franchi de pas encore sur Whoop ou des choses comme ça, mais pourquoi pas, ouais, faudrait que je regarde un petit peu de plus près. Après je voulais parler du. Oui, vas-y. Non, dis-moi. Ouais, j'allais dire que après l'application HRV for Training fait très bien le travail. Moi, je trouve aussi. Je trouve aussi que c'est bien et ça donne déjà des données intéressantes. Je pense que la première étape déjà, c'est de récolter des données. C'est voilà la base. Et après, si on veut aller plus loin, on peut encore aller plus loin. Je pense le côté pratique, c'est que du coup, toi, ça prend tes mesures automatiquement pendant la nuit, par exemple, ou est-ce que tu prends une mesure volontairement le matin quand même? Comment ça se passe, les mesures? Ah bah là, la mesure, elle est permanente. En fait, c'est un bracelet, il vous quitte jamais. Non, c'est assez intéressant et je pense que si on le voit de plus en plus, je pense qu'il y a quand même une bonne raison. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui s'y retrouvent là-dedans, donc intéressant. Même maintenant, toutes les montres connectées, tout le monde est là-dessus sur le suivi des données de santé. C'est un gros marché et je pense qu'il y a un marché intéressant, clairement.
Je voulais parler un peu aussi de l'entraînement du deuxième seuil. Je sais pas toi, mais moi je le vois beaucoup avec les mesures de lactate. Quand même, le deuxième seuil, ça reste quand même un point important à travailler où il y a une bonne marge de progression, je trouve, pour la plupart des athlètes. Et puis, je trouve que pour la performance sur le terrain, c'est clairement une valeur qui est assez intéressante, le deuxième seuil. Donc, toi, comment, si tu fais un test, tu vois que le deuxième seuil, il est pas super et qu'il y a moyen de progresser, qu'est-ce que tu fais pour l'améliorer? À l'heure actuelle, pour être sincère, je pense que ce travail au deuxième seuil, c'est devenu une grosse dominante de ma façon de travailler. Tout simplement parce que dans le triathlon et notamment longue distance, le meilleur, ce sera celui qui va tenir la plus haute fraction de ce second seuil et le plus longtemps possible. Donc oui, je passe énormément de temps à développer ce second seuil chez les athlètes, notamment par la méthode soit du tiré, soit du poussé. Hein. Donc pour le pousser, on se met légèrement en dessous et puis on cumule un max de temps proche de ce fameux second seuil. Ou alors pour le tirer, tout simplement, je viens me mettre légèrement au-dessus et puis j'essaye de tenir le plus longtemps possible, d'avoir un gros temps de soutien de ce second seuil. Bon, là je vulgarise, mais ça. Ouais, pousser, tirer, mais je trouve que c'est pas mal parce que c'est exactement ça. Est-ce que tu as une des deux façons de travailler qui revient plus souvent que l'autre, ou est-ce que tu essayes d'équilibrer le type de travail? Alors on va dire en phase hivernale, plutôt phase de préparation fondamentale, je vais plutôt utiliser le tiré, tout simplement parce que en début de saison, c'est là où l'athlète est le plus disponible et le plus frais, donc on va aller un peu plus haut dans les intensités. Donc je vais utiliser plutôt des zones légèrement au-dessus de ce second seuil. Et ensuite dans la saison, je vais plutôt me caler légèrement en dessous, et tout simplement parce que ça correspond aussi aux intensités plus spécifiques de notre discipline. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense que ça vaut aussi très bien pour ceux qui font beaucoup de cyclosportives en montagne, par exemple, où on va passer du temps. Alors des fois, ça dépend la longueur de la cyclo. Des fois, on est plus sur le premier seuil que le deuxième seuil. Mais les plus performants et sur des cyclos relativement courtes, ça sera quand même beaucoup de temps au deuxième seuil. Et je pense que c'est une bonne approche. On n'a pas trop tendance. C'est vrai que dans le cyclisme, traditionnellement, on fait plutôt augmenter l'intensité au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire qu'on va commencer l'hiver à faire pas beaucoup d'intensité, etc. Puis petit à petit, finalement, travailler au-dessus du deuxième seuil, on le fera vraiment tout dernier à la fin. Donc non, clairement, je pense que c'est une bonne approche. Ouais, je préfère aller plus haut dans les intensités quand l'athlète est beaucoup plus frais et beaucoup plus on va dire beaucoup plus disponible, hein. Et notamment aussi parce que ce genre de séance va être beaucoup plus courte et que la période hivernale favorise plutôt les séances courtes, notamment j'ai une majorité d'athlètes parisiens et du coup c'est pas super favorable pour rouler longtemps, donc c'est notamment beaucoup de séances sur home trainer pour certains. Donc on va aller plus haut dans les intensités sur des séances plus courtes. Ouais, non, c'est clair, c'est super intéressant. Est-ce que après dans la forme des séances, est-ce que tu varies pas mal, ou est-ce que tu restes sur une séance assez type que tu vas faire progresser? Alors je pense que si tu questionnes les athlètes que j'ai en suivi, ce qu'ils vont te dire, c'est que j'ai une grosse variété de séances. Je pense que ils voient très peu la même séance deux fois. Alors ça m'arrive de les placer effectivement des séances similaires, tout simplement pour faire des corrélations, hein. Mais j'utilise un large éventail de séances.
et je vais chercher un peu tous les domaines d'intensité qu'on peut connaître, que ce soit le MLSS, que ce soit le sweet spot, ou alors que ce soit le second seuil lactate, donc enfin LT2 pour les plus confirmés. Donc je pense que j'utilise très peu la même séance. Ouais, moi j'aime bien cette approche aussi. Alors je sais pas si t'as toujours fait comme ça. Moi au début je faisais pas tellement comme ça. Au final j'étais plus sur des séances qui avaient tendance à se répéter pas mal, mais on se rend compte quand même. Enfin moi c'est là du coup que j'aime bien m'entraîner aussi parce que je me rends compte que des fois quand même varier c'est quand même bien mentalement. Ça aide quand même quand on découvre des nouvelles séances et je vois ceux que j'entraîne, c'est un feedback que j'ai aussi. Le fait de découvrir des séances souvent ça donne un petit boost au niveau motivation. C'est quand même plus cool que de refaire toujours la même chose quoi. Oui, clairement, faut aussi que l'athlète y prenne plaisir. Et je pense que la monotonie des séances, c'est pas le mieux, en tout cas pour aller trouver ce plaisir. Ouais. Et est-ce que comment tu fais progresser du coup les séances si tu varies souvent, comment tu te bases pour essayer de définir une certaine progression? Alors, je vais pas me baser que ce soit sur le volume horaire ou le nombre de répétitions. Je vais plutôt me caler sur l'impact de la séance, enfin la charge de la séance. Je veux, en tout cas sur le prévisionnel, parce qu'on sait que les charges définies par Trimp, Kogan ou quoi que ce soit, ça reste qu'un indicateur. Mais j'utilise plutôt une montée en charge plus qu'une montée de volume ou une montée de nombre de répétitions quoi. Ok, ouais. Et ça même pour quand tu fais pousser ou tirer, est-ce que tu changes l'approche peut-être quand tu es au-dessus du second seuil ou en dessous du second seuil, est-ce que dans les deux cas tu te bases plutôt que sur la charge et pas tellement sur le volume? Indéniablement, de toute façon, il faudra augmenter le volume à un moment donné. Mais disons que je vais plus me focaliser sur la charge. Ça veut dire que moi je périodise par bloc. Peut-être que sur un bloc de, je sais pas, peut-être qu'il peut faire 4-5 semaines. Peut-être que l'athlète va faire le même volume toutes les semaines sur ce bloc, mais que la charge va augmenter progressivement dans le bloc. Ouais, j'aime bien cette approche. C'est vrai que par rapport à ce qu'on peut nous apprendre aussi à la fac, des fois faut que ça soit une courbe parfaite d'augmentation du volume, on fait tel bloc, machin. Et puis au final, on se rend compte que c'est pas le plus optimal sur le terrain pour la plupart des gens qui ont un temps limité. Et s'ils ont 8 heures par semaine pour s'entraîner, il vaut mieux faire 8 heures par semaine toutes les semaines plutôt que faire 4, 6, 8. Ouais. Voilà, on a quand même plus intérêt à faire quelque chose de assez constant et d'augmenter la charge, quoi. Oui, voilà, exactement. Après, je vais encore prendre Franck Guyon comme exemple parce que ça reste l'élite. Mais c'est quelqu'un qui s'entraîne 25-30 heures par semaine. T'imagines bien que si j'augmente le volume progressivement, il va finir à 50, quoi. alors que si je garde ce 25-30 heures constamment, je vais être obligé de jouer sur les charges. C'est énorme quand même, 25-30 heures, on n'a pas tant l'habitude quand même en cyclisme, même je pense au très haut niveau, on voit pas des volumes aussi énormes. Mais là, clairement, le contrôle de l'intensité, c'est la clé, quoi. Sinon, je pense que tu vas droit dans le mur. Ah oui, clairement. Si tu contrôles pas tes intensités, tu vas soit au surentraînement, soit à la blessure, c'est inévitable. Ouais. Et est-ce que dans les athlètes amateurs que tu suis, ils essayent aussi des fois d'imiter un peu ces gros volumes? Est-ce qu'il n'y a pas trop une course aussi parfois dans le triathlon? C'est ce que j'ai l'impression des fois de l'extérieur, que ça cherche le plus gros volume. T'as la bonne impression. On va dire que c'est un peu dans le triathlon, c'est presque culturel. On est à la chasse au gros volume, ce qui est un peu, on va dire,
difficile à gérer pour un entraîneur. Moi, très clairement, quand je prends des athlètes en compte, très souvent, je leur fais réduire le volume et pourtant, ils progressent. Tout simplement parce que lorsqu'ils sont pas suivis, oui, culturellement parlant, c'est des gens qui n'ont pas du tout de mal à s'entraîner plus de 15 heures par semaine. Ouais, et encore, fou. Moi, je te dis 15 heures, je pense que si tu fais écouter ça à des triathlètes amateurs, si certains triathlètes amateurs écoutent le podcast, ils vont dire non mais 15 heures c'est ridicule. Ouais, je pense à certains triathlètes que je peux croiser parfois, quand je leur demande leur volume, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et ouais, on n'a pas tellement l'habitude en vélo, pourtant sur le papier, on se dit que c'est quand même de sport d'endurance et voilà, il n'y aurait pas trop de raisons pourquoi les triathlètes devraient faire 30 heures et les cyclistes 15 heures. Voilà, sur le papier, il n'y aurait pas tellement de différence, mais au final, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup, en tout cas chez les amateurs, je pense chez les professionnels, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde fait beaucoup de volume dans tous les sports d'endurance, mais chez les amateurs, ouais, clairement en cyclisme, ça se voit pas tant que ça, quoi. Enfin, j'ai de mon impression, après je connais pas tout le monde non plus, quoi. Ouais, non, clairement, on est sur une escalade, une escalade du volume dans le triathlon amateur qui est, bon, je veux pas dire que c'est effrayant, mais presque. Moi, personnellement, je reste un triathlète dans les groupes d'âge de plutôt bon niveau, et je paraîtrais presque ridicule avec mes 12, entre 12 et 15 heures par semaine. Et ça me fait basculer sur les stages d'entraînement aussi. Voilà, tu organises des stages d'entraînement. Comment tu fais, du coup, en tant qu'entraîneur, pour gérer les athlètes qui vont arriver au stage? Combien de volume tu fais? Est-ce que c'est open bar et c'est une semaine de 30 heures pour tout le monde? Ou est-ce que tu essayes de finalement faire un volume excessif pour un stage? Comment tu gères ça? Au risque de décevoir beaucoup de triathlètes s'ils écoutent le podcast, je suis pas un adepte des gros volumes d'entraînement lors des stages. Tout simplement parce que pour la plupart du temps, j'accueille des athlètes qui s'entraînent, on va dire, 10-15 heures maximum par semaine. Et donc, je trouve même presque contre-productif d'aller à 25-30 heures sur une semaine d'entraînement. Tout simplement parce que la surcharge va être beaucoup trop importante. Non, c'est pas du tout mon approche du stage. Comme on dit, stress is a stress. Ne serait-ce que déjà de changer d'environnement de travail, et ça crée un stress supplémentaire à l'athlète, même s'il reste sur son volume habituel. On aura forcément une progression. Et moi, mon point de vue sur ces stages, c'est que l'athlète, quand il vient, il reparte aussi avec une plus-value, on va dire, technique, parce qu'il y a une multitude de choses techniques à maîtriser dans le triathlon. Donc plus que du volume d'entraînement excessif, on va dire, qui pourrait être contre-productif pour lui, j'essaye plutôt de lui apporter autre chose. Donc voilà, que ce soit technique. Je sais qu'on parle énormément aussi de nutrition, enfin de nutrition, on va dire, de nutrition en course, qui à mon sens est un gros facteur de performance très négligé chez les amateurs. On parle aussi de matériel. On parle aussi beaucoup technique en natation, avec des grosses plus-values sur la mise en place de la vidéo, sur de l'analyse technique. Donc non, mon concept du stage est plutôt... alors forcément, il y a une légère augmentation du volume par rapport à ce qu'il peut faire au quotidien chez lui, mais elle n'est pas excessive. Ouais, non, c'est clair. Puis l'approche, de toute façon, connaissance, enfin moi, me paraît super importante. Bon, voilà, avec ce que je fais de niveau transmission de connaissances, je sais de quoi je parle. Je trouve que c'est vraiment super important, et intégrer ça au stage, c'est top, parce que bon, après on peut aller encore plus loin, mais tout à l'heure on a parlé du testing aéro. Je sais que si on intègre du testing aéro, c'est que on arrive à éduquer peut-être tous les stagiaires sur l'aéro. Ils peuvent tous
économisé à 40 à l'heure peut-être 20 watts, quoi. Donc au final, ils auront gagné plus en une heure de testing aéro qu'en une semaine finalement de stage d'entraînement physique où ils progresseront, mais ça sera quelque chose de long terme, quoi. Donc ouais, clairement, c'est une approche super intéressante. Même sur la nutrition, c'est clair qu'on peut en parler aussi, mais là en triathlon et enfin même dans tous les sports d'endurance, on se rend compte aussi que maintenant on peut faire des gains qui sont énormes, quoi. Énormes. Peut-être pas comparables au testing aéro, mais enfin quoi que si, parce que c'est la base au final, et c'est vrai qu'on peut foirer des courses à partir d'une mauvaise nutrition, quoi. Je sais pas si tu veux développer un peu les stratégies de nutrition en triathlon. Clairement, je pense que à l'heure actuelle, ça fait clairement partie de la performance en course, et quelqu'un qui s'alimente mal ou avec les mauvaises choses ne peut performer, ou en tout cas exploiter son plein potentiel en course. Donc d'éduquer l'athlète là-dessus, et moi je le vois clairement de mon côté, d'avoir revu des stratégies nutritionnelles de course de certains de mes athlètes, on n'a plus du tout les mêmes performances. C'est largement visible. Ouais, même en termes de progression, l'entraînement, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Ceux qui finalement qui mangeaient rien, tu commences à les nourrir un peu à l'entraînement, c'est plus les mêmes performances, quoi. Oui, clairement. Et t'avais, je sais pas si tu veux parler un peu de toi personnellement au niveau nutrition, où est-ce que t'en es? Je sais que t'avais pas toujours des fois eu un peu de mal à trouver les bons produits. Est-ce que comment t'as eu ta réflexion là-dessus pour essayer d'améliorer ta nutrition en course? Comme on disait tout à l'heure, j'aime bien tester par moi-même. Donc j'ai testé beaucoup de choses avec plus ou moins de succès. Et j'ai commencé avec des grammages, on va dire, assez bas. C'était un gros facteur chez moi de contre-performance, puisque je suis très sujet aux crampes, et d'avoir largement augmenté ma prise de glucides en course. Et c'est un phénomène qui a disparu chez moi. Et à l'heure actuelle, j'arrive à j'approche 100 grammes par heure, on va dire, en course. Mais ça ne m'empêche pas toujours de tester des produits différents. À l'heure actuelle, pour pas trop citer de marque, mais ma préférence va sur Morten. Je pense que c'est la même que toi. Tout simplement parce que c'est celle que j'assimile le mieux, que je tolère le mieux aussi. Et après, j'utilise d'autres produits à côté pour essayer d'arriver à une stratégie encore un peu plus haute. Comme on peut voir aujourd'hui, les athlètes professionnels n'ont pas de mal à aller à 120, 130 grammes par heure. Après, c'est comme tout, c'est comme l'entraînement, ça s'entraîne. Donc, à l'heure actuelle, chez moi, ça ne passe pas, mais je perds pas espoir. Voilà. Avec au-delà d'un gain énergétique, pour moi, c'est tout simplement, l'objectif principal, c'est tout simplement la préservation musculaire, qui pour nous en triathlon permet de courir beaucoup mieux à l'issue du vélo. Ouais, non, il y a ça. Je vois Blumenfeld, il me semble d'avoir entendu qu'il tournait quand même proche des 140 ou voire même un peu plus grammes par heure. C'est énorme. Donc et je sais que dans le cyclisme pro, ça se fait aussi. Clairement pas la majorité du peloton, mais il y en a qui le font. Donc je recommanderais pas ça à tout le monde, ça c'est clair. Et ça demande, je pense, pas mal de travail. Et je pense que pour certains, de toute façon, ça a peut-être pas d'intérêt. À voir le jour où on aura vraiment des études, peut-être qui testeront. Aujourd'hui 140, 150 grammes par heure. À ma connaissance, il y en a pas, ou il y en a pas beaucoup. Mais voilà, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein, ça vient du terrain. On observe certains qui vont essayer, faire leurs tests de leur côté, et puis au final, c'est après qu'on se rend compte que c'était une bonne idée, quoi. Donc on verra. Oui, clairement. Après, si déjà un athlète arrive à avaler 60 à 80 grammes heure, on est déjà sur des belles valeurs. De toute façon, si pour les coachs qui écouteront le podcast, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'attarder avec l'athlète, parce que quand on compte,
et c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'ai mis en place. Hein. Quand on compte un peu les stratégies nutritionnelles de nos athlètes, en tout cas sur les contre-performances, on se rend compte qu'ils sont au final très bas en grammage. Ah oui, non mais les gens s'en rendent vraiment pas compte, hein. Et c'est énorme, et je te confirme que la plupart des athlètes amateurs avec qui j'ai travaillé, que ce soit pour des étapes du Tour ou des cyclos comme ça va pas du tout sur les 140 grammes par heure. Déjà si 60-80 grammes par heure, c'est ça, si déjà ça passe sans problème. Généralement même je suis plus sur une stratégie conservative, parce que les gens ils vont pas être là pour gagner la course, donc leur objectif souvent ça reste de finir, faire un bon temps. Il y a quand même des objectifs de performance, mais voilà, en fonction d'où ils viennent, c'est sûr qu'il y en a, ils mangeaient rien, donc forcément on peut pas aller non plus dans les extrêmes, quoi. Ouais. Donc ouais, clairement on a une phrase, je pourrais plus dire le nom de qui a dit ça, mais il y a une phrase assez symbolique sur ça qui dit que la nutrition en course ne va pas spécialement vous aider à performer. En revanche, ça vous évitera la contre-performance. Ouais, mais ça va dans les deux sens finalement. C'est trop peu manger et trop aussi trop de glucides. Si on n'est pas entraîné, clairement ça passera pas. Donc c'est là pour moi qu'il y a on parle des fois avec le coaching, quoi, l'art et la science. Au final, la science, ok, on a des données scientifiques. Après, l'art, ça va être comment le coach il va appliquer et donner la bonne recommandation au bon athlète en fonction de ses années d'entraînement avant, comment il a l'habitude de s'alimenter, ses objectifs. Et c'est clairement beaucoup plus compliqué que seulement dire ok, tout le monde va devoir manger 120 grammes par heure de glucides, quoi. Faut vraiment aller plus loin. Oui, clairement. Bon, on va arriver à la fin du podcast. Juste, je voulais finir sur 2 mots sur ta reconversion professionnelle, si on peut dire ça. Mais depuis que t'as quitté Paris, je sais que j'avais suivi un petit peu tes aventures pour arriver dans le Var maintenant. Est-ce que tu veux un petit peu en parler? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision, et voilà, comment tu te sens maintenant, et qu'est-ce que t'en retires de tout ça? Eh ben oui, effectivement, j'ai passé quelques années sur Paris. Un heureux événement dans ma vie m'a permis d'ouvrir les yeux, on va dire, entre guillemets. Donc j'ai eu une petite fille et je me voyais clairement pas l'élever dans cet environnement et qui en plus était devenu néfaste pour moi. Après seuls les Parisiens vivant à Paris pourront comprendre, mais c'est du stress permanent sur place, et qui était devenu pour moi, que ce soit dans mon quotidien professionnel ou dans mon quotidien de sportif, qui était devenu difficile à gérer et à supporter. On peut citer le mot, hein, c'était burn-out, hein. Et clairement, le jour où je suis arrivé dans le Var, après cette décision, comme par magie, tout s'est remis en place. Pour parler du côté sportif qui nous intéresse, j'ai vu une progression dans mes performances, juste par le fait de changer d'environnement. Ah, c'est sûr, ça me surprend pas. Et voilà, au-delà de ce que vous pouvez faire à l'entraînement, il y a aussi ce qui vous entoure. On parle d'environnement, mais ça peut être aussi la santé mentale, ça peut être plein de choses, hein, qui sont des facteurs de performance au quotidien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais je renvoie vers le podcast que j'avais fait. Il y a 2 ou 3 podcasts précédents. Ça devait être le podcast de juillet avec Maxime Lopez qui est psychologue. On avait dit des choses. Enfin, il avait dit des choses super intéressantes au niveau de la santé mentale et du suivi psychologique de l'athlète. Et je pense que clairement il y a plein de choses à faire sur l'environnement aussi. Clairement, tu t'en es le bon exemple, hein, pour dire que on peut avoir une progression rien qu'en changeant d'environnement. Je pense que pour certains, ils sont peut-être loin de l'imaginer. Donc, je pense que c'est un bon mot de la fin. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou tu auras un mot à faire passer.
pour ceux qui cherchent, on va dire, la performance dans le sport, ouais, il faut. Le premier choix, c'est de faire appel à quelqu'un de compétent, donc à un coach. Et ensuite, ça va être de gérer un peu tous ces paramètres annexes. Donc ouais, tout ce qui est la nutrition, tout ce qui est, on n'a pas spécialement parlé ici, mais la prépa mentale, qui à mon sens va être un des gros facteurs de performance dans les années à venir. Enfin, en tout cas pour développer la performance. Et ensuite, de prendre plaisir dans ce que vous faites au quotidien, surtout. Ouais, bah, je pensais bien. Un petit mot aussi sur Tri 360. Où en est le développement du club et qu'est-ce que vous proposez maintenant? Eh ben, écoute, comme son nom l'indique, Tri 360, donc notre club, offre sa vision du triathlon donc à 360 degrés. Donc à l'heure actuelle, avec nous, lorsque vous poussez la porte de Tri 360, on essaye de vous proposer l'ensemble des choses qui peuvent être disponibles dans le triathlon, donc à savoir une licence labellisée FF3, donc Fédération Française de Triathlon, également du testing, que ce soit avec le VO2 Master ou la lactatémie, également des stages. Donc on essaye de faire 3-4 stages à l'année, et ensuite pour terminer du coaching, tout simplement, du suivi. À l'heure actuelle, je suis tout seul, mais pour faire le suivi, mais très certainement des petites nouveautés dans l'année où on va essayer de développer un peu ce secteur du suivi dans le triathlon, en intégrant de nouveaux coachs à notre structure. Ouais, cool. Et testing, tu es dans quel coin? Je pense que ça peut intéresser du monde. Alors actuellement, je suis dans le Var, sur Draguignan. Tout ce qui va être aussi secteur Nice. On peut se déplacer également. Et après, je fais quelques petits déplacements dans l'année sur Paris. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Jérémy pour tout ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description les liens vers ses différents réseaux sociaux et le site web du team Tri 360. Si le podcast vous plaît, vous retrouverez également dans la description un lien pour vous inscrire au club Cyclisme Performance. Ainsi, vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine nos conseils basés sur une étude scientifique qu'on analyse, et puis vous serez tenu au courant de la sortie de tous nos contenus, notamment nos formations. À bientôt.